Rebonsoir. Écoutez, merci de reprendre place. Si vous souhaitez assister à la deuxième conférence sur le terrain de tennis, consacrée, nous avons eu hier une conférence sur l'amour filial, l'amour dans la famille, l'amour de la mère. Et là, nous nous attachons, si on peut dire, aux autres attachements et à l'amitié notamment, avec Thomas Messias et Giorgos Steiris, dans un débat qui sera modéré par Nora Rally, journaliste du journal des rédacteurs. Une petite annonce sur notre organisation pour le reste de la soirée. Ensuite, nous aurons une conférence générale, c'est-à-dire que tout le monde sera rassemblé ici, pour ceux qui le souhaitent évidemment, d'Alexandre Lacroix, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, que vous avez déjà, pour certains d'entre vous, entendu hier lors de la conférence inaugurale, et qui fera une conférence qui s'intitule « Comment faire l'amour aujourd'hui », qui sera principalement dédiée à la représentation de l'amour dans l'art. Et après cette conférence, rupture du jeûne, et nous pourrons aller au buffet pour nous restaurer. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, avoir des bouteilles d'eau et je crois peut-être même des bouteilles de bière. Donc voilà, bonne séance en étant convaincu qu'elle sera aussi passionnante et stimulante que celle que nous venons d'entendre. Bonsoir. Ce serait très intéressant s'il pouvait dire qu'après la conférence, on serait passé pour le côté pratique de cette conférence. J'imagine que ces 2 journées de philosophie se feraient chaque semaine. C'est donc on a commencé par la nuit de la philosophie, une nuit, et donc on est passé à 2 jours. Et j'espère que on ira loin, que nous serons ici à philosopher jusqu'à n'en plus finir. En Grèce, donc. Moi, je suis Nora Arali, je suis journaliste du journal des rédacteurs et je suis très heureuse de pouvoir dire bienvenue dans les métamorphoses de l'amour. Et je suis heureuse d'être entre 2 hommes. C'est un mathématicien et un philosophe, donc génial. Et ces 2 sciences sont très proches. Avant, il y avait des philosophes. En fait, tout le monde, tous les scientifiques s'appelaient philosophes. Et on va parler donc de l'amitié et de l'attachement, de l'engagement. Je dirais que c'est une valeur très démocratique, l'amitié. Et nous allons donc parler de cette amitié. Nous allons la voir, l'examiner du côté d'Aristote, donc sous le prisme d'Aristote et Confucius. À gauche, j'ai le professeur de philosophie de Moyen-Âge et de Renaissance du département de philosophie à l'université d'Athènes, M. Giorgos Steiris, et à droite, M. Thomas Messias, professeur de mathématiques et féministe. C'est quoi ça? Il a un podcast donc où il parle de la question de savoir comment nous pouvons approcher divers sentiments comme l'amitié masculine, non pas du côté d'un comportement stéréotypé d'émeute, mais comme quelque chose de différent. Je suis heureux, en fait, d'avoir ces 2 personnes avec nous et on va pouvoir entendre avec grand intérêt ce qu'ils vont nous dire et par la suite partager nos réflexions, nos pensées. Pardon, Thomas. Je vais commencer par le grec. Désolé, monsieur, donc, Georges Steiris. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Je crois que la concurrence est grande parce que les thèmes précédents étaient très kinky et là, je vais un petit peu on va atterrir, on va être plus terre à terre, plus réaliste et je vais essayer de transmettre la voix du passé avec ma propre voix à moi. Et bien sûr, Aristote et Confucius va pouvoir peut-être combler cette lacune. J'ai aussi une brève présentation.
Je crois que vous pouvez la voir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce discours s'articule autour de deux axes. Un axe, donc Aristote, et l'autre Confucius. Et j'ai décidé de m'axer ma présentation sur ces deux penseurs, ces deux philosophes, car je voulais montrer que l'amitié est une vertu qui a bien sûr préoccupé de nombreuses civilisations. Ce n'est pas le privilège de certains seulement. C'est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité et c'est une question qui a préoccupé ces philosophes. C'était un phénomène non seulement social qu'ils ont essayé de rationaliser d'une certaine façon. Aristote, que vous voyez, vous connaissez sa vie, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails dans l'éthique à Nicomaque. Il a consacré beaucoup de temps pour pouvoir traiter de l'amitié qu'il considère comme la vertu la plus exceptionnelle de toutes, avec une petite précision que j'aimerais dire. Le terme d'amitié chez Aristote a une conception plus large que notre époque. L'amitié, en fait, provient du verbe aimer. Les personnes peuvent aimer une large gamme de personnes plus grande que ce que nous, aujourd'hui, définissons comme amis. Donc, en fait, le cadre de cette notion est beaucoup plus large que ce que nous avons l'habitude de définir à notre époque. Si on doit nous en retenir une phrase, c'est que les hommes ont besoin d'amis. Aristote, dans l'amitié, il donne une dimension politique. Il considère que l'amitié est une vertu politique parce que si toutes les personnes étaient amies, c'est une utopie selon moi, nous aurions une société juste et on n'aurait plus besoin d'autre chose. Les lois peut-être n'auraient pas été nécessaires. Et vous voyez ici, il dit que l'amitié, les législateurs se soucient des villes. Et en fait, l'amitié pourrait remplacer aussi la justice et aider à éloigner la haine de ces villes. Alors, ce qui préoccupe Aristote, c'est la façon dont il procède à une typologie de l'amitié. Il considère que l'on peut distinguer en il y a trois types d'amitié, donc, selon le bien que les hommes, le bien auquel les hommes aspirent. Il y a trois motivations qui poussent les hommes à avoir des relations amicales. C'est le bien, c'est l'agréable et l'utile. Donc, c'est ces trois éléments. Et plus particulièrement dans la première forme d'amitié, là où les hommes, les personnes... Non, je vais un petit peu en arrière, là, si vous me permettez. Je retourne un petit peu en arrière. Une caractéristique qu'il souligne, que j'ai oublié de dire, c'est que les personnes, les hommes qui aiment les uns les autres, veulent le bien de l'autre. Et la question est de savoir, mais quel est le bien de l'autre? Et si toi, tu as le droit de définir ce qu'est le bien de l'autre? Le premier type d'amitié dont il traite, c'est l'utile. C'est-à-dire que les hommes ont un lien entre eux parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont un intérêt mutuel, réciproque. Aristote dit qu'ils ne s'aiment pas, ils ne s'apprécient pas l'un l'autre, mais c'est à cause de ce qu'ils peuvent obtenir de l'autre. Les hommes, donc, ont des relations amicales parce qu'ils trouvent une sorte de... plaisir dans l'autre. Et étant donné que nous avons aussi beaucoup de jeunes dans cette audience, permettez-moi de vous dire que Aristote ne croyait pas en l'amitié des jeunes personnes parce qu'il pensait que les jeunes sont plus passionnés. Par conséquent, ce qui les unit, les jeunes, c'est une aspiration au plaisir. Si ce plaisir, donc, n'est plus là, l'amitié s'en va également. Quelle est donc l'amitié parfaite? C'est ceux qui sont égaux, c'est-à-dire ceux qui veulent en fait le bien de l'autre et
Comme je l'ai dit tout à l'heure, la question est de savoir qui sait qui est le bien de l'autre. Cette amitié d'Aristote, l'amitié pour le bien, c'est une amitié permanente qui ne se transforme pas, qui est stable et qui est stable parce que il dit que c'est une vertu permanente. Une fois qu'on a cette vertu, on ne la perd pas et donc cette vertu est stable. Bien sûr, on a une dose de réalisme, peut-être de pessimisme. Il soutient que ce genre d'amitiés sont rares. Pourquoi? Parce que les hommes qui ne sont pas vertueux et ceux qui, en fait, s'intéressent au bien de l'autre sont peu. En fait, ces amitiés ont besoin d'un climat de réciprocité. Et une autre caractéristique que Aristote considère comme une condition sine qua non, c'est la ressemblance. C'est-à-dire que des personnes qui ne se ressemblent pas ne peuvent pas devenir amis. Donc il faut de la ressemblance. Confucius, maintenant, avant Aristote, qui est en fait un des pères fondateurs de la philosophie chinoise. Il a aussi traité de l'amitié, peut-être pas d'une façon aussi détaillée que Aristote, mais sur une base similaire, parce que lui-même, il fonde l'amitié dans une large mesure sur la vertu. C'est donc un élément vertueux et cela nous permet de pouvoir comparer ces deux penseurs. Confucius l'analecte, donc, il soutient que la personne qui est excellente, celui qui est vertueux, c'est cette personne qui attire des personnes et qui produit donc l'humanité parfaite. Pouvoir avoir cette vertu remarquable, pour avoir cette vertu, en fait, il faut avoir des amis, sinon on ne peut pas parvenir à cette humanité parfaite. Et une des caractéristiques de l'homme sage, c'est qu'il doit être exact et conséquent avec ses amis. D'ailleurs, Confucius lui-même écrit qu'il se demandait tous les jours si, dans ses fréquentations avec ses amis, il a tenu sa parole, parce que il pense que tenir parole, c'est l'une des caractéristiques principales de l'amitié. L'amitié ne peut pas être fondée si les amis ne sont pas honnêtes entre eux et sincères. Et il fait aussi une typologie, donc trois types d'amitié. Donc, l'amitié avec il y a l'amitié qui est positive et celle qui porte atteinte. Et il y a aussi des types de plaisirs qui sont positifs, c'est-à-dire un de ceux-ci est d'avoir beaucoup d'amis et très valable. Je crois que je vais peut-être laisser un peu de place ici à la discussion et peut-être faire d'autres commentaires. Une remarque peut-être. Et peut-être engager le débat plus tard. Ce que semble oublier ces deux penseurs, ces deux philosophes, c'est que peut-être qu'ils ne conçoivent pas que l'amitié peut être aussi le début du mal. Un penseur qui est le premier qui a traité cette façon de manière aussi détaillée, qui, à deux reprises, il semble traiter de la question de l'impact négatif que peut avoir l'amitié. Il parle aussi d'amis qui l'avaient poussé à faire un vol. Et en fait, il parle de cela, des amis qui peuvent vous pousser à commettre des crimes ou des délits. Et un autre aspect aussi qui m'a aussi préoccupée, après une expérience que j'ai faite dans ma famille, parfois l'amitié peut être une cause de douleur et de peine immense, parce que si par exemple une personne qui est ton ami meurt, en fait Augustin a vécu la mort d'un ami proche et il a dit que l'amitié n'est pas seulement la cause du bien. L'amitié peut être aussi une cause d'un grand mal quand on vit la douleur de la perte d'un ami proche. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et c'est pas grave si on a un peu de douleur, plus ou moins. Ça fait partie de la vie. Vous êtes 2 hommes, donc, autour de moi. Le sexe, c'est une construction, mais bon, admettons donc que vous êtes 2 hommes. Et toi, Thomas, donc, tu vas nous parler de l'amitié masculine dans le cadre d'une patriarchie. Et comment ça se fait du point de vue étymologique, vous vous rappelez? Philo, ça veut dire j'aime. La séparation fait partie de l'amour. Même la demande fait partie de l'amour. J'en ai plusieurs. Il y a des crimes commis, perpétrés par des hommes sur des femmes, précisément parce qu'ils avaient cette relation possessive. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure notre esprit peut être ouvert pour aborder la question de l'amitié. Tu vas nous le dire. Je suis effectivement intéressé à l'amitié, notamment aux groupes d'hommes, ces groupes d'amis masculins qui sont en général très souvent non mixtes, c'est-à-dire qu'effectivement on a 100% d'hommes dans le groupe, ou au maximum on a une femme qui va d'ailleurs avoir un rôle assez particulier dans ce groupe. Et partant de mon vécu et des différents groupes d'amis garçons auxquels j'ai pu appartenir dès mon plus jeune âge, et puis ensuite partant de représentations dans les films, notamment dans les comédies en France, aux États-Unis. Enfin, nous, c'est les 2 nationalités qu'on voit le plus au cinéma. Mais j'imagine que c'est partout pareil ou presque. Partant de ces représentations-là, j'ai petit à petit pris conscience qu'il y avait vraiment un schéma qui se reproduisait. C'est-à-dire que les groupes d'hommes sont en fait partout dans la société et perpétuent la domination masculine. Les hommes sont partout, ils trustent tous les postes importants, que ce soit en politique, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail. Ils sont majoritaires quand ils ne sont pas, d'ailleurs, parfois uniquement dans un entre-soi absolument total. Et on se rend compte qu'en fait, dans l'amitié masculine, c'est ce qui se passe aussi. On a des groupes d'hommes qui prennent énormément de place. Il suffit d'observer, par exemple, les terrasses de café. Ils occupent en général... En France, en tout cas, c'est le cas, et je pense que c'est pareil dans beaucoup d'endroits. Ils occupent énormément de place géographiquement, ils occupent le territoire, ils laissent très peu de place aux femmes pour exister. Ça se matérialise aussi, par exemple, par les décibels qu'ils produisent, par le son, par les conversations extrêmement fortes qu'ils peuvent avoir, avec un sentiment que l'espace public leur appartient, et qu'ils sont un peu rois de ce territoire qui est en fait la société dans son ensemble. Et en fait, l'idée, c'est que les femmes là-dedans ont très peu de place pour exister, parce qu'elles, en revanche, dès qu'elles sont un peu trop bruyantes, un peu trop expressives, dès qu'elles prennent un peu plus de place, dès qu'elles demandent la place qui est la leur, eh bien, on va très souvent leur reprocher. Et donc moi, ma première expérience de groupe d'amis masculins, elle date, la première dont j'ai le souvenir en tout cas, elle date du collège. Je suis entré en 6e, j'étais un garçon assez introverti, et je me demandais si j'allais arriver à me faire des nouvelles relations, parce que j'arrivais dans un collège où je connaissais personne. Et puis j'ai remarqué un groupe de garçons qui avaient l'air de déjà se connaître. Et bon, déjà, c'était impressionnant. On avait ce groupe, on sentait la solidarité entre eux, on sentait qu'ils avaient des années déjà, même s'ils étaient assez jeunes, mais des années de vécu commun. Et puis j'ai remarqué comment ils occupaient justement la cour de récréation, par exemple, dans le collège. Ils étaient centraux. Il y avait le fameux ballon de foot et le terrain de foot qu'on imagine avec 4 manteaux pour faire les poteaux, qui prend d'un coup toute la place et qui est central dans la cour de récréation. Il y a des sociologues et des anthropologues en France qui ont travaillé là-dessus, sur l'occupation notamment physique de la cour de récréation, en montrant que les garçons, en fait, prennent vraiment toute la place centrale et que les filles sont reléguées à la périphérie, parce qu'elles sont exclues des jeux sportifs, parce qu'elles ont peur de se faire mal, de se prendre un ballon, etc. Et donc, voilà, les garçons déjà assoient leur domination comme ça. Et puis j'ai remarqué ce que faisaient aussi les garçons pour se faire remarquer des autres nouveaux camarades que non plus ne connaissaient pas.
dès le premier jour, j'ai remarqué que des garçons s'amusaient à voler le cartable des filles. On était donc en 6e, on avait une dizaine d'années. À voler le cartable des filles et puis courir dans la cour avec le cartable pour forcer les filles à leur courir après pour récupérer les cartables. Donc moi étant très introverti, très réservé, de toute façon je ne serais pas arrivé à faire ça. Peut-être que dans ma tête j'en avais un peu envie aussi. Parce qu'en fait ce qui se passait, ce que j'ai vite observé, c'est que ce geste qui est quand même pénible, c'est désagréable, un jour de rentrée, un nouvel établissement, on embête des filles en leur volant leur cartable. Et je me suis rendu compte qu'en fait très rapidement, ça avait l'air de marcher. Et que ces garçons, ils arrivaient à se rendre intéressants, y compris auprès des filles, en commettant ce genre de petits actes. Et donc je me suis dit là, et puis ils faisaient ça en groupe, il y avait une connivence entre eux pour rendre ça encore plus pénible. Et là je me suis dit, voilà, moi je suis tout seul dans mon coin, j'ai un petit peu de mal à nouer de nouvelles relations. Est-ce que finalement il ne faudrait pas que moi aussi je rentre dans un groupe de garçons? Est-ce qu'il ne faudrait pas que moi aussi j'adopte ce genre de comportement? Et quand je prends l'exemple du cartable, il y en a d'autres, des exemples, il y a des tas et des tas de façons, les garçons sont très imaginatifs pour maltraiter les filles à différents degrés. Et tout naturellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis du temps, parce que je mettais du temps à nouer des relations, mais j'ai fini par intégrer le groupe que j'avais observé ce jour-là. Et j'ai fini par me montrer absolument aussi bête et méchant qu'eux, parce que ça marchait. Parce que ça m'intégrait au groupe, ça me permettait de sentir vraiment, d'avoir ce sentiment d'appartenance au groupe, de me sentir l'égal des garçons de ce groupe, d'être reconnu par les leaders. Parce qu'en fait, il y a toujours un fonctionnement hiérarchique dans les groupes d'amis, et notamment pour moi dans les groupes d'amis masculins. Je compare souvent ça à la meute de loups. On a souvent un leader, et puis alors parfois, on en a d'autres qui sont un peu les lieutenants qui essayent de lui prouver leur valeur. Et puis parfois, ils vont peut-être essayer de lui prendre sa place, et tout ça va se faire en montrant qu'on est le garçon le plus masculin, c'est-à-dire le plus viril, parce qu'on fait souvent la confusion entre être masculin et être viril. Et donc tout ça va se faire par le biais de micro-violences quotidiennes, ordinaires, c'est comme ça qu'on dit souvent, les violences ordinaires, des choses qui passent inaperçues, mais ça va consister très rapidement à aussi mal parler aux filles, les sexualiser très vite, commenter leur physique, commenter le physique des filles entre garçons, c'est aussi une façon de se valoriser. Si on est le plus méchamment critique, si on utilise les termes les plus vulgaires, et là aussi on va être mis en valeur. Donc voilà, et donc il y a énormément de garçons et d'hommes en fait qui, après avoir lu le livre que j'ai écrit sur ce sujet, m'ont dit oui, effectivement, moi aussi j'ai vécu ça. Et certains m'ont dit j'étais un leader de ce groupe, et à l'époque j'en étais totalement fier, et d'autres m'ont dit j'ai fait comme toi, moi aussi j'ai intégré un groupe parce que c'était soit ça, soit rester seul. Et plus tard, j'ai fait partie d'un autre groupe de garçons. C'était vers mes 18 ans, quand j'ai commencé mes études. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était les mêmes systèmes qui se reproduisaient. C'était à celui qui serait dans la démonstration la plus explicite de sa virilité. Et qui dit virilité, dit, en tout cas pour ces garçons en général, le fait à nouveau de maltraiter la personne qui est différente. Alors souvent c'est les filles, mais ça peut être les personnes, les garçons homosexuels, ça peut être éventuellement, et moi j'ai vraiment connu ça de près, les personnes racisées, les personnes qui ne sont pas blanches. Il y a les masculinistes en France, il y a un leader masculiniste que j'ai pas mal étudié. Les masculinistes, c'est vraiment les gens qui sont antiféministes, mais de façon plus que vindicative. Les masculinistes, eux, disent que pour former des groupes d'hommes, et eux, ils estiment que c'est important de former des groupes d'hommes, il faut se trouver un ennemi commun. Ils en sont fiers. C'est vraiment quelque chose qu'ils expliquent. J'ai suivi clandestinement des cours d'une école masculiniste où l'une des techniques enseignées, ça consistait vraiment à dire « trouvez-vous un ennemi commun ». Il s'avère que cette école masculiniste, elle était liée de très près aux principales partis d'extrême droite en France. Mais en fait, il n'y a même pas besoin d'être clairement d'extrême droite pour fonctionner comme ça.
Donc, deuxième groupe d'amis, voilà, on traite mal les filles, on en parle mal. Moi, plus ça va et plus je me rends compte que oui, c'est la dynamique. Et donc, j'en suis pas du tout fier, mais je rentre dans cette dynamique. Et puis, il s'avère que j'ai pas mal de réparties, en fait. Je me la découvre au fur et à mesure. J'ai peut-être plus de vocabulaire que la moyenne de mes amis. Et donc, je me rends compte qu'en plus, ça marche, quoi. Dire du mal les filles, les sexualiser, faire les blagues les plus abjectes qui soient, ça fonctionne. On gagne en popularité. Par ailleurs, moi, j'en perdais de la popularité parce que j'étais pas très bon en sport. Donc la domination physique, la domination par le football notamment, qui est très forte dans beaucoup de pays, et quand c'est pas le football, ça sera le football américain ou le rugby, là, ça me faisait perdre des points. Il y a vraiment un système de classement, et si on est en bas du classement, on risque d'être évincé du groupe. Ça peut arriver, parce qu'on n'est pas assez homme, en fait. Donc ma vie avance, et puis je me rends compte plus tard, en croisant d'autres groupes de garçons encore, que en fait, même à l'âge adulte, même quand on a passé les études, c'est la même chose qui se passe. C'est encore la même chose qui se passe. On devient adulte, certains d'entre nous ont des enfants, moi y compris, et puis on se comporte comme des mâles alpha, c'est-à-dire que les hommes sont à table en train de ricaner bruyamment pendant que leurs femmes, parce qu'en plus tout le monde est hétérosexuel, hein, l'homosexualité n'existe pas dans ces groupes. Elle n'existe pas, c'est magique. Il y a 0% de personnes homosexuelles dans ces groupes-là en général. Donc voilà, eux, pendant qu'ils sont à table en train de rire bruyamment et de boire et de faire toutes les blagues du monde, sans se retenir, il y a leurs femmes qui sont à la fois au fourneau, en train de s'occuper des enfants, en train de planifier les vacances et en train de gérer tout le foyer, en train de gérer le désir, c'est un des grands sujets du week-end. Voilà, on a des grands gamins, en fait, qu'ils aient 10, 20, 30, 50 ans, on a des grands gamins qui ne réfléchissent pas, parce que du haut de leur tour d'ivoire, du haut de leur statut de privilégié, parce que les hommes sont des grands privilégiés, surtout s'ils sont blancs, surtout s'ils sont hétérosexuels, ils sont dans un monde où ils sont bien heureux et où ils sont quand même plutôt bien traités, et ils ne voient pas pourquoi ils réfléchiraient au statut de l'autre. Ils ne voient pas pourquoi ils réfléchiraient au bien-être de leurs femmes, pourquoi ils réfléchiraient à l'oppression que les femmes subissent au quotidien, pourquoi ils réfléchiraient à l'homophobie. Et donc ils végètent comme ça. Et ça peut durer, ça dure généralement toute une vie. Alors moi, le choix qui a été le mien, mais qui a été extrêmement tardif, ça a été de m'extraire de ces groupes définitivement. J'ai fait un choix que j'estime être politique, c'est peut-être un grand mot, mais j'estime qu'il est politique. J'ai décidé de ne plus jamais appartenir à des groupes d'amis garçons. Et en fait, en réalité, j'ai décidé quasiment de ne plus avoir d'amis hommes. J'en ai quelques-uns, mais ils sont extrêmement bien sélectionnés, on va dire. C'est des amitiés individuelles. Au maximum, on peut se voir à 3. Mais en fait, l'influence du groupe, et d'ailleurs pas que chez les garçons, elle est toujours néfaste. Dans un groupe, il y a toujours effectivement la personne qui va te stigmatiser, la blague qui va faire rire toute l'assemblée au détriment de quelqu'un. Donc moi, je veux éviter vraiment cette dynamique-là. Et donc, moi, je milite vraiment pour des amitiés choisies, avec le droit de rompre une amitié. Parce qu'en amour, la rupture, elle peut faire mal, mais elle existe. Elle fait partie de notre vécu à toutes et à tous. En amitié, la rupture amicale, ça n'existe quasiment pas. Et moi, j'ai vécu des situations où j'ai rompu des amitiés, notamment pour les raisons que je viens d'expliquer, et où j'ai eu l'impression d'être le pire des monstres. Et encore aujourd'hui, j'ai des hommes avec qui j'ai été ami, qui m'en veulent, mais qui m'en veulent plus que si j'avais rompu une relation amoureuse. On ne comprend pas, en fait. L'amitié, c'est censé durer toute la vie. On se rencontre sur les bancs de l'école, et puis quel que soit le comportement de la personne, d'ailleurs y compris si cette personne est un violeur ou un agresseur sexuel, parce que c'est quelque chose qui se produit très fréquemment, on est censé être solidaire ad vitam aeternam. Et moi, c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer, en fait. Il y a une grande solidarité chez les garçons, et c'est bien de se soutenir dans les moments difficiles, c'est bien de se soutenir dans plein de moments, mais c'est quelque chose qui, en France, est très soulevé depuis 1 ou 2 ans, on va dire, ou peut-être un peu plus, peut-être depuis MeToo, en fait. C'est qu'effectivement, quand un garçon est un agresseur, et des agresseurs, malheureusement, il y en a énormément dans la société, et ben, ses copains, la plupart du temps, le soutiennent inconditionnellement. Ils vont plutôt décider de ne pas croire la victime, la personne qui raconte qu'elle a été victime d'agression de la part de leur ami. Ils vont décider de vraiment fermer les yeux et de croire leur ami et de le soutenir.
Et donc dans le livre que j'ai écrit, je prends beaucoup d'exemples qui viennent de films et de séries. Et il y a un film en France qui s'appelle Nos femmes, d'un réalisateur qui s'appelle Richard Berry, qui est adapté d'une pièce de théâtre qui a eu beaucoup de succès. Et c'est l'histoire de 3 hommes, des quinquagénaires. Et l'un d'entre eux, un soir, arrive. Normalement, il dîne avec ses amis toutes les semaines. Et un soir, il arrive et il leur explique qu'il vient de tuer sa femme. Il était marié avec une jeune femme. Et puis, comme il a soupçonné d'être infidèle, il l'a tuée. Et le film va expliquer, en plus en pratiquant un humour vraiment gras et vraiment grossier, va expliquer comment ses copains vont le soutenir. Et on est en train vraiment, il faudrait voir le film pour le croire et pour comprendre vraiment que c'est ce genre de film qui fonctionne en plus et qui marche et qui draine du public dans les salles, alimente l'idée selon laquelle la solidarité masculine, dans l'amitié notamment, c'est une chose normale et c'est même une chose très belle, y compris s'il y a une femme qui a été tuée dans cette affaire. Donc voilà, moi je milite pour des amitiés effectivement individuelles entre hommes, et puis je milite aussi pour d'autres formes d'amitié, et notamment pour le fait qu'il y ait des groupes beaucoup plus mixtes, des amitiés entre hommes et femmes. Ça existe évidemment, mais qu'elles soient vraiment travaillées, qu'on discute, qu'on s'écoute, parce que les hommes n'écoutent pas. Les hommes parlent beaucoup, ils parlent bruyamment, ils rient fort, mais ils n'écoutent pas. Je pense que l'amitié, on essaie beaucoup de redéfinir l'amour, mais je pense que l'amitié, elle gagnerait vraiment grandement à être elle aussi redéfinie, et notamment par les hommes et pour les hommes. Je vais poser une question. L'amitié, ce n'est pas seulement une vertu. Notamment dans la pandémie, on entendait partout dire que la valeur humaine, la vie humaine, c'est la valeur la plus importante. Si la vie humaine, donc, c'est la valeur la plus importante, on ne dirait pas liberté ou mort, on dirait liberté et on va chez nous. Mais si la vie humaine était la valeur suprême, il n'y aurait peut-être pas de vie. Si donc l'amitié est au-dessus de la vie humaine, pourquoi est-ce que pensez-vous qu'ils ont examiné ce sujet en profondeur, qu'ils ont cherché à classifier tout cela? Je crois que Aristote ne mettait pas les esclaves et les barbares dans cette typologie. En fait, l'amitié, je ne sais pas ce qui se passait avec le reste, avec les femmes, donc. Oui, effectivement. Permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous pour la première partie. Je crois que ça aide aussi au débat. Pour être libre, on doit être vivant. Toutes ces valeurs présupposent une instance vivante. Si on est tous morts, alors il n'y a plus de valeur. Donc, la vie est une condition nécessaire. Peut-être pas absolue, mais nécessaire. Oui, effectivement. Du point de vue d'Aristote et de Confucius, il manque certaines perspectives qui sont aujourd'hui très importantes. On peut peut-être le leur reprocher. Vous avez parlé donc des femmes, des personnes qui sont esclaves, qui sortent du cadre de la famille étroite chez Confucius. Mais je crois qu'il y a une distinction très utile que nous devons avoir en tête. Et je tire cela de la présentation de cet intervenant. L'amitié vient du verbe philo, j'aime. Et en latin, c'est pareil. L'amitié vient de amo, aimer, j'aime. Mais c'est une sorte d'amitié sociale. En fait, c'est ce que vous décrivez, c'est une sorte de vie en émeute. Vous avez décrit cela très bien. Et il y a aussi différents niveaux de relations sociales. On a ce besoin d'être au même endroit que d'autres personnes. On choisit de le faire sans que ces personnes soient des amis. En fait, l'amitié, c'est quelque chose de distinct. Et chaque type, en fait, chaque groupe, si vous voulez, chaque type de personne, c'est pas forcément des amis. C'est quelque chose de plus substantiel.
Et nous sommes ici dans un espace qui a rapport avec la culture française. Montaigne avait écrit des choses très intéressantes sur l'amitié au XVIe siècle. L'amitié est quelque chose de plus profond et plus substantiel, à mon sens, que toute forme de groupement en émeute, si vous voulez. Merci beaucoup. La condition, c'est la vie humaine. Mais j'y reviendrai. Thomas, maintenant. Les relations de domination, ce n'est pas seulement entre les hommes. On voit dans les groupes de femmes, dans des communautés queer aussi, dans des mouvements pour des droits égaux, pour la différence, etc. Bon, je comprends pas vraiment ce mot. Des relations de domination, donc on le voit partout. C'est comme si c'était un motif, un modèle qui se reproduisait dans ces mêmes mouvements qui essayent de repousser en fait cette domination. L'amitié, comme on a vu depuis l'Antiquité, elle porte en elle l'humanité. En fait, tu te complètes, tu arrives à la complétude en tant que personne, tu donnes le meilleur de toi-même, tu es au-delà de toute hiérarchie à travers l'amitié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre l'Antiquité et aujourd'hui où on parle de l'amitié? On ne dit pas... il y a une phrase en Grèce qui dit dis-moi qui est ton ami et je te dirai qui tu es. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est entré en jeu par rapport entre l'Antiquité et aujourd'hui? C'est quoi? C'est le capitalisme? Qu'est-ce que tu penses? Vaste question. Nous, en France, ça me fait penser, on a une phrase, une définition, mais d'ailleurs, elle n'est peut-être même pas française, parce qu'il y a on trouve différents auteurs selon les sources. Il y a cette phrase qui dit « Un ami, c'est quelqu'un qui peut frapper à votre porte à 2 heures du matin en vous disant « J'ai tué quelqu'un » et à qui vous allez répondre « Dis-moi où est le cadavre, on va aller l'enterrer. » Et en fait, c'est une phrase qui m'intéresse beaucoup parce que il y a cadavre et cadavre. Je parlais tout à l'heure d'un exemple de film dans lequel on est sur du féminicide, donc un homme qui a tué une femme, qui est encore l'une des très, très tristes et très grandes façons de signifier, de représenter, de donner corps à la domination masculine. Dans les groupes effectivement de femmes, dans les groupes LGBT par exemple, il y a aussi effectivement toujours des rapports de domination. Ça peut mal se passer. Il ne s'agit pas non plus d'essentialiser uniquement les groupes d'hommes en disant que chez les groupes de femmes et dans les autres groupes ça se passe parfaitement, c'est pas vrai. En revanche, ce que moi j'observe, notamment dans les groupes de femmes par exemple, dans les groupes queer, c'est qu'on a c'est construit petit à petit, et depuis, je ne sais pas si c'est depuis l'Antiquité, mais en tout cas depuis très longtemps, c'est construit une solidarité de résistance. Parce que effectivement, quand on est victime de stigmatisation, de discrimination, de la domination masculine, on va se regrouper. On va se regrouper parce qu'on est plus forte à plusieurs. Et on va... le mot n'était pas beaucoup prononcé avant en France, mais ça fait quelque temps que le mot sororité a vraiment émergé dans le vocabulaire français. C'est l'équivalent de la fraternité. Mais le mot sororité, il y a encore 2-3 ans, il y avait vraiment très peu de gens qui l'employaient ou qui le connaissaient. Et c'est vraiment l'idée que des femmes notamment, ou des personnes LGBT, vont se regrouper parce que, voilà, encore une fois, l'union fait la force, mais face aux oppressions subies. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve... Alors moi, je ne suis pas du tout un grand historien, donc je ne vais pas vous décortiquer ça époque après époque, mais je pense que c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps, et qu'en revanche, encore une fois, les hommes étant les dominants depuis peut-être la nuit des temps, eux, en revanche, se réunissent pour asseoir cette domination. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des études qui montrent que dans le monde du travail, par exemple, les hommes, comme ils se ressemblent, ils vont s'assembler, ils vont avoir les mêmes hobbies, ils vont aller boire une bière ensemble, ils vont aller jouer au foot au foot en salle après le travail ensemble, et c'est par ce biais-là qu'en général va se créer une complicité plus importante et que parfois ils vont se promouvoir professionnellement les uns les autres, sans qu'il y ait eu d'entretien d'embauche, sans qu'il y ait eu vraiment d'examen des compétences, sans qu'une candidate féminine de l'entreprise puisse avoir son mot à dire ou puisse défendre ses chances. Il y a vraiment cette idée de perpétuer
le fait d'être les dominants, en fait. Λοιπόν, Γιώργος, Nora, Thomas, on peut tous devenir amis si vous voulez. Voilà, notre discussion s'arrête ici. On peut peut-être parler hors micro. Merci à l'Institut français pour cette belle soirée et nos intervenants. Merci.